Siamo oggi al 9° appuntamento di questo ciclo di conferenze in cui stiamo cercando appunto di ripensare questo concetto di comunità, dell'abitare insieme, in una forma che non sia necessariamente quella del sistema capitalistico e del mercato che oggi dettano legge. Ieri siamo stati con un grandissimo intellettuale, un sociologo portoghese, Boaventura de Sousa Santos, che ci ha parlato di come poter rifondare la democrazia altrimenti, per l'appunto, e oggi invece abbiamo con noi Pascal Chabot. Pascal Chabot è un filosofo belga che insegna all'Istituto di Alti Studi di Comunicazioni Sociali di Bruxelles e dopo aver studiato filosofia all'Università Parigi-La Sorbona e anche all'Università di Bruxelles ha conseguito un dottorato sull'opera di Gilbert Simondon, di cui è diventato uno dei più illustri studiosi. E noi della casa editrice Castelvecchi stiamo lentamente pubblicando tutta la sua opera perché siamo rimasti incantati dal modo in cui Pascal coniuga una scrittura assolutamente piacevole, avvolgente, avvincente, ha una profondità, una densità di pensiero filosofico che lo conduce ad attingere, diciamo, agli antichi e a portare però poi nel mondo contemporaneo la riflessione, la peculiarità, la cifra filosofica di una riflessione critica sui temi più roventi della contemporaneità, quali per esempio la robotica, l'intelligenza artificiale, l'automazione dell'umano e così via. Noi abbiamo pubblicato di Pascal Chabot altre 2 opere, una sempre con questo misto appunto di venatura letteraria e densità filosofica. Una è questa che ho portato dalla casa editrice, L'uomo che voleva comprare il linguaggio, un'altra opera bellissima in cui sono confinati nell'aeroporto di un'isola una sera in cui imperversa un uragano, un uomo e una donna che hanno avuto una relazione in precedenza e che si incontrano qui e cominciano a dialogare. Appunto questo uomo ha il sogno di un linguaggio per l'appunto che si possa brevettare, che diventa merce da mercato, che si possa usare, quindi sfruttare in modo robotizzato per l'appunto, e la donna è portatrice invece di una visione più eolica, più ventosa, poetica del linguaggio, e in questi due sguardi veramente anche qui siamo portati, catturati nelle grandi questioni dell'umanità. E poi infine un altro libro che è Dopo il progresso, ed è questo il libro sulla scia del quale oggi Pascal è qui, perché oggi Pascal ci parlerà appunto del mito del progresso. Quindi è con grande piacere che lascio a lui la parola e lo ringrazio per essere venuto. Grazie. Très grand merci, Christina. Je suis ravi d'être ici et d'être, pour ainsi dire, ton invité. C'est vraiment un grand plaisir que de pouvoir collaborer ainsi autour d'idées et puis autour d'un amour commun pour le langage et pour la manière dont le langage, qui est notre seul outil à nous autres intellectuels, peut servir des causes, peut peut-être faire bouger certaines lignes et peut certainement créer du commun, créer quelque chose comme un nous. Et je pense que dans le projet de Castelvecchi, dans ce projet d'ouverture à une communauté européenne pensante, il y a une présence de ce nous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à une notion centrale pour la modernité, qui est une notion commune, mais qu'il faut interroger davantage, qui est la notion de progrès. Progradorer, marcher vers l'avant. Marcher vers l'avant, mythe central de la modernité, et j'emploie le mot mythe en connaissance de cause, sachant que le mythos est d'abord et avant tout quelque chose qui montre une voie, quelque chose qui montre un chemin à suivre. Et dans le discours de la méthode, Descartes dit un moment que si un voyageur
est perdu dans la forêt, una selva oscura, dans une forêt d'où il ne sait comment sortir. C'est en marchant toujours tout droit, plutôt qu'en faisant des tours, qu'il aura davantage de chances de s'en sortir. Cette notion qui naît vers le XVe siècle, mais dont on a montré avec beaucoup de justesse qu'elle avait laïcisé un idéal religieux de terre promise, cette notion qui fait de la modernité un ère d'expérimentation absolument nouvelle, a, je pense, transformé les autres concepts philosophiques. Le concept d'action a ainsi, au contact de l'idéologie du progrès, reçu des lettres de noblesse, au contraire de la contemplation, inactive, mais ô combien puissante, qui, elle, a été déclassée. Le rapport au temps a profondément évolué. Le temps, dans l'idéal progressiste, c'est ce qui est capable de donner des fruits toujours meilleurs, toujours nouveaux également. La notion de liberté a elle aussi été transformée par le désir de progresser, car qu'est-ce que progresser sinon étendre l'emprise que l'on peut avoir sur son destin et faire entrer dans la sphère de ce qui dépend de nous, de ce qui dépend de l'action humaine, ce qui naguère n'en dépendait pas. Le travail, enfin, disqualifié pour toute l'Antiquité, qui évidemment préférait l'osium au negocium, ce travail rentable a conquis également des lettres de noblesse. Le progrès est donc un des mythes fondateurs de la modernité. C'est un mythe dont nous savons qu'il est en crise, et c'est cette crise que nous ne cessons d'interroger. Finalement, cette crise est pour ainsi dire consubstantielle des grandes affirmations héroïques du progrès. À Voltaire, qui mettait la marche en avant de l'humanité vers davantage de lumière au pinacle, répondait aussitôt Rousseau avec le rêve d'un retour à une réalité plus originaire. Dès l'instant où le progrès naît, pour ainsi dire, certaines voix s'élèvent pour dire qu'il faut calmer le jeu. Les colonisations, qui furent le lieu d'extension de la notion de progrès, qui en fut le bras économique, l'autre bras étant un bras religieux, les colonisations furent l'occasion d'une immense propagation de cette idéologie à la planète, avec les conséquences dramatiques que l'on sait, avec des conséquences également positives, car tout dans cette question est extrêmement problématique, et il n'y a que un jeu de rapports de force entre des regards et entre des grilles évaluatrices, positives d'un point de vue stricto sensu européen et pour les charlequins de l'époque, qui faisaient graver sur tous les navires plus ultra, toujours plus loin, dans un processus d'enjambement dont le foyer était l'Europe et dont les extrémités étaient les terra incognita qui le furent de moins en moins. Crise donc du progrès, déjà alors, mais crise du progrès bien plus encore aujourd'hui, à l'heure des catastrophes écologiques qui toutes ont pour
racine, notre montée en puissance moderne et contemporaine, crise également, à l'heure où on voit la résurgence avec les mouvements des collapsologues, avec les mouvements des catastrophistes, donc d'une parole qu'on croyait disqualifiée avec une certaine disqualification des idéologies religieuses, la parole de la fin du monde. La fin du monde est possible. Voilà ce que l'on a entendu pendant des siècles et des siècles. Voilà ce qu'on avait tendance à entendre moins tout de même au cours du XXe siècle. Et maintenant, la fin du monde ou la fin d'un monde est fait le titre de nouveaux ouvrages d'intellectuels qui, tous, critiquent cette notion de progrès. Voilà où nous en sommes dans nos idées. Voilà où nous en sommes intellectuellement. Car à côté de cela, il faut essayer de penser les choses ensemble. C'est cela finalement penser, c'est accueillir dans un carrefour en train de se construire des flux qui sont différents. Parce que à côté de cette disqualification théorique du progrès majuscule, du progrès comme mythe, nous vivons comme jamais aucune époque les progrès expérimentaux les plus flagrants, peut-être les plus positifs, que l'on voit la progression que la technique du laser pour opérer la myopie a connue, que l'on voit une salle de néonatologie dans un hôpital aujourd'hui, que l'on voit la grande subtilité avec lesquelles certains algorithmes sont travaillés, que l'on voit la technologie des matériaux, la chimie très fine et tout ce qu'elle peut construire, que l'on voit la manière dont les protocoles de communication sont organisés. L'expérience du progrès est fondamentalement massive et il nous vient très peu à l'idée, spontanément, de la mettre en cause. Quiconque utilise un nouveau modèle de téléphone, par exemple, serait sans doute de mauvaise foi en disant que le son était bien plus optimal pour une conversation entre Rome et Sao Paulo, par exemple, sur un appareil d'il y a 25 ans. Ceci pour dire que, expérimentalement, le progrès est viscéralement de l'ordre de ce à quoi l'on adhère dans nos expériences. Et c'est donc quelque chose comme une certaine schizophrénie qui est nôtre. C'est donc quelque chose comme une double tendance que je crois impossible de résoudre dans un monde qui est de plus en plus perplexe. Dans les années 60, dans les années 70, Made in Belgium, ou 70, dans ces années 70, on disait que le monde était devenu complexe, avec cette idée qu'il devait exister quelque chose comme un concept supérieur pour résoudre la complexité, pour y voir davantage clair, pour retrouver des chemins. Je pense que le poème de la complexité est à ranger au rayon des anciennes utopies charitables, mais dont nous ne pouvons plus décemment avoir usage, car il n'y a plus de concept supérieur qui indiquerait une direction. La perplexité, l'entrelacement, le télescopage entre des points de vue et des évaluations diverses et conflictuelles est, une fois pour toutes, l'expérience de l'époque. Et je ne crois pas
à toutes les thèses et à toutes les antithèses pourra répondre un jour une synthèse unificatrice que je ne pense pas qu'il faille espérer, tant dans chaque synthèse, il y a un aspect totalitaire, voire dogmatique. Perplexité, donc, et peut-être un des calmes de la philosophie, si je peux utiliser ce mot, est d'accepter cette perplexité sans croire que la pensée est supérieure à l'expérience. C'est toujours l'expérience qui a le dernier mot. Mais cette expérience elle-même est déstabilisatrice, car aujourd'hui, en plus des problèmes posés par le progrès que je viens d'aborder, un nouveau type de réalité gagne du pouvoir sur cette planète. J'utiliserai le néologisme d'ultra-force pour parler de ces réalités qui sont les géants du numérique, qui sont les puissances de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure avec Christina, qui sont les processus de financiarisation, qui sont donc ces tendances extrêmement fortes qui guident ou poussent toute la planète dans certaines mêmes directions que l'on appelle des directions de globalisation. Je me permets le néologisme d'ultra-force en utilisant ce préfixe ultra qui désigne ce qui est au-delà de nos perceptions pour désigner des forces, mais des forces que l'on ne peut plus clairement percevoir et qui sont des forces qui concernent tous les domaines. Je veux dire ceci. Autrefois, nous faisions l'expérience de forces matérielles, un marteau, symbolique, une idée, politique, la loi, sociale, sentimentale, psychologique, naturelle bien sûr, au centre de tout. L'éventail des forces est divers et les catégories sont nombreuses. Si on réfléchit à Google aujourd'hui, c'est une force qui est sociale, politique, biologique aussi par des investissements massifs dans les biotechnologies, financière, cela va sans dire, première capitalisation boursière de la planète, psychique, intellectuelle, libidinale, que sais-je encore. Bref, tout l'éventail des forces traditionnelles de l'humain sont, pour ainsi dire, accaparés dans ces ultra-forces dont nous faisons l'expérience depuis une trentaine d'années et qui se sont donnés comme modèle économique la disruption, c'est-à-dire la création d'une nouveauté, en l'occurrence un nouvel algorithme, d'une nouveauté qui a ceci de très particulier qu'elle clive, et clive, ça vient du néerlandais kleven, couper, qu'elle clive en deux une réalité en faisant inscrire dans le passé tout un certain monde, le monde de naguère qui devient rapidement obsolète, et qu'elle crée un nouveau plan dans lequel elle est économiquement dominante. Voilà la disruption. Et ces ultra-forces, politiquement, posent évidemment la question du rapport de force. Car devant toute force, nous cherchons le rapport de force. C'est humain et normal. Devant des forces comme ces ultra-forces, nous sommes plutôt dans l'anti-rapport. Nous sommes dans l'anti-rapport, ce qui veut dire que nous ne savons pas comment négocier avec elles. Et finalement, même les gouvernements ne savent pas comment négocier avec ces ultra-forces. En termes philosophiques, on peut les interpréter comme un nouveau destin et méditer avec elles sur notre rapport au destin, précisément. Les penseurs du destin, ce sont les stoïciens.
Épictète, ici à Rome, vers 80, après Jésus-Christ, écrivait son manuel en se demandant comment être heureux. Et il disait, si tu veux être heureux, apprends à faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, tes perceptions, tes désirs, tes goûts, tes paroles, tout cela, tu peux le contrôler, le maîtriser. Et si tu t'en occupes bien, tu pourras être heureux. Ce qui ne dépend pas de toi, la politique, le fait qu'il pleuve aujourd'hui, l'humeur de ton voisin, les tremblements de terre, tout cela ne dépend pas de toi. Et tu es bien fou si tu te laisses affecter par ces événements-là. Et il va même, dans son manuel, à imaginer un sage qui serait sur un bateau, sur la Méditerranée, et il dit, le bateau vient à couler. Les courants sont trompeurs sur la Méditerranée, on le sait bien. Que fait le sage? Il remercie une fois Zeus, une dernière fois Zeus, et sans trop râler, il s'abîme en mer. C'est la providence, c'est le destin. Nous autres, modernes, cependant, nous détestons le destin. Nous détestons ce destin-là. Et nous avons, et c'est notre noblesse, je pense, construit des doubles coques pour qu'il n'y ait pas de naufrage, construit des écoles pour apprendre à conduire les bateaux, mis des satellites pour avoir des cartes météo actualisées, essayer de comprendre les courants marins toujours davantage. Bref, la mentalité stoïcienne dans laquelle on dit « il y a toute une zone qui ne me concerne pas et qui est réservée au destin », eh bien, nous avons petit à petit grappillé sur elle pour la remettre dans l'orbe de ce qui dépend de nous. Les médecins ne disent plus que tout à la fin, le mot « c'est le destin ». Et encore, quand ils le disent, ils craignent le procès, n'est-ce pas? Ils craignent le procès. Nous sommes des modernes, c'est-à-dire des individus d'une sorte d'anti-destin, par nos sciences, par nos techniques. Et cela est positif dans bien des domaines. Mais, et c'est un étrange retour de l'histoire, mais finalement, nos sciences et nos techniques ont construit un nouveau type de destin. Un nouveau type de destin face auquel nous ne savons plus très bien que faire. Je crois que nous vivons le deuxième destin, finalement. Non pas celui de la nature, mais celui des technosciences. Et ce sont elles, ces ultra-forces, qui sans doute stressent et bouleversent les systèmes contemporains. On a beaucoup parlé dans tous les pays du procès du système, avec toujours cette grande parole, très idéologique je pense, c'est le système qui est en cause, c'est le système qui est pourri. Plutôt que d'aller vers un discours très idéologique, je désire être ici très matérialiste. Et pour parler du système, je crois qu'on peut pointer 3 grands éléments matériels qui en sont les constituants. Premièrement, la vitre, le verre plat. Et pas ici, mais partout dans ce bâtiment, voyons la présence du verre qui ne reprend pas le rôle du béton, mais qui invente un autre rapport au dehors. Le verre est ce qui permet que le regard passe tout en protégeant l'humain. Être dans le système, c'est souvent être du côté de la vitre où règne l'air conditionné. Et on pourrait faire tout un rapport au dedans et au dehors en voyant que les frontières du système sont très souvent des frontières de verre. Des frontières de verre.
Deuxième élément du système, la chaise ou le siège, bref, ce qui permet aux humains d'avoir une place, ce qui permet aux humains de jouer un rôle. Et là encore, on voit que le système est d'abord porté par un désir de traduire, grâce à la matière, des valeurs humanistes. Protéger l'humain, lui donner un rôle, ce sont des valeurs humanistes. Sauf que ces valeurs-là souffrent. Ces valeurs-là sont stressées par les ultra-forces. Les vitres deviennent de plus en plus des murs infranchissables. Les places viennent parfois, dans certains lieux, à manquer. Tout le monde ne trouve pas un rôle ni un siège. Et le troisième élément du système, c'est l'écran, bien évidemment. C'est l'écran. Vitre, siège, écran. Voilà les trois constituants matériels du système qui fait que travailler aujourd'hui, c'est souvent être assis du côté intérieur de la vitre, devant un écran. C'est tout de même la vérité du travail. Et ces écrans, eux aussi, portent des valeurs qui sont des valeurs positives, d'abord, de transparence. L'écran permet d'aller voir là où on ne pourrait normalement pas entrer. Mais on sait que ces écrans sont aussi devenus le lieu d'une vraie frénésie. Ces écrans sont aussi devenus le lieu d'énormément de confusion. Alors, face à ces questions et cette manière de documenter la crise du progrès, que faire? Intellectuellement, que faire? Je pense qu'il y a un geste philosophique qui est presque un tour de main philosophique, en tant que la philosophie est un métier, et que tous les métiers ont leur procédé, tous les métiers ont leur manière de faire. Il y a un tour de main philosophique qui peut nous servir, et c'est casser en deux l'idée de progrès. Les philosophes sont souvent gênés quand on leur pose des grandes questions. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le rapport des femmes et des hommes? Qu'est-ce que la nature? Bon, ça fait des platitudes pour magazine s'ils prennent les idées telles quelles. Là où il y a invention philosophique, c'est quand il y a scission, quand il y a une manière de faire exploser une idée en deux. Pascal, quand on lui disait « qu'est-ce que l'esprit ?», il ne répondait pas comme cela. Il disait « il y a un esprit de finesse, il y a un esprit de géométrie ». Kant dit « il y a des jugements synthétiques, il y a des jugements analytiques ». Toujours cette façon de créer de nouvelles distinctions. Or, il est important de créer une nouvelle distinction par rapport au progrès. Une nouvelle parce que celle que l'on a communément en tête ne sert plus, je pense. Progrès et régression, croissance et décroissance, ce sont les couples dont on se sert habituellement, mais je ne suis pas bien sûr que ces couples nous permettent d'aller très loin, que grâce à ces couples, il y a moyen de penser quelque chose de nouveau et de viable, qui fasse droit à ce dont nous avons besoin dans le progrès et qui refuse ce qui peut faire souffrir. Une distinction intéressante, me semble-t-il, c'est de faire le partage entre un progrès qu'on peut dire utile, que je vais définir, et un progrès que j'aimerais appeler subtil. Progrès utile d'un côté, progrès subtil de l'autre. Le progrès utile, c'est celui qui concerne la sphère des sciences, des technologies, de l'économie, du fonctionnel, tout ce qui peut avoir un impact, disons, matériel. Ce progrès utile fonctionne selon deux lois.
D'abord, il fonctionne de manière linéaire ou multilinéaire, progradorée, dans un temps linéaire. Si vous convoquez en tête, sur une sorte de lignée phylogénétique, tous les téléphones dont vous vous êtes servi dans votre vie, vous verrez bien cette sorte de ligne avec toujours du perfectionnement, toujours un progrès. Progrès utile, qui en plus, et c'est ça sa grande force, fonctionne par capitalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui a déjà été inventé constitue un capital pour les inventions ultérieures. La force du progrès utile, c'est qu'il ne faut pas y réinventer ce qui a déjà été inventé. Les cellules photoélectriques sont inventées une fois pour toutes et il faut s'en servir pour de nouvelles applications sans les réinventer. Ce capital est de plus en plus important. Les humains qui y travaillent et le soignent sur cette planète sont de plus en plus nombreux, de Hong Kong jusqu'à Pékin, jusqu'à Rome, Bruxelles, New York. Colossal capital qui engendre évidemment des intérêts toujours plus importants, et on comprend les thèses des accélérationnistes qui disent « ce progrès-là, il va aller toujours plus vite », le capital étant important et plus important. Je crois qu'il y a là une grande partie de vérité. Mais le drame d'aujourd'hui, c'est que cette figure triomphante du progrès utile est notre seul imaginaire du progrès. C'est notre seul imaginaire du progrès. On a balayé tous les autres progrès. Et le médecin qui se lève le matin et qui doit retrouver des patients à qui, comme la veille, comme l'avant-veille, comme l'avant-avant-veille, il doit expliquer comment se débrouiller avec une mauvaise maladie. Ce médecin-là, il ne peut pas croire à un progrès qui va toujours plus loin. L'enseignant qui retrouve sa classe, il ne peut pas croire à un progrès qui l'emmènerait vers les étoiles. Pas du tout. Ils sont dans un autre schéma. Et c'est pour parler de ces progrès-là, de ces progrès humains, que j'aimerais introduire la notion de subtil. En latin, sub tella, c'est ce qu'il y a sous la toile. Ce sont les trames fondamentales sur lesquelles on tisse, les trames les plus importantes qui nous relient aux autres, qui nous relient au sens, qui nous relient à la nature, qui nous relient finalement à ce qui nous importe. Et je crois qu'il y a aussi là un imaginaire du progrès à retrouver. Dans le progrès par rapport à ce qui nous importe. C'est peut-être pas une marche en avant, parce qu'on est dans des logiques beaucoup plus cycliques. On est dans des logiques de répétition. On est dans des logiques où il faut reprendre. On est dans des logiques où on est en phase avec un temps circulaire. Pas le temps linéaire des modernes, mais le temps où il y a boucle. Et on sait bien que la vérité de la vie humaine, c'est d'abord et avant tout un temps cyclique, que je sache. Personne ne peut vivre en disant « j'irai toujours plus loin, je serai toujours plus fort, etc. » Non. La biologie nous rappelle que la nature, si elle ne fait pas des sauts, elle fait en tout cas des tours, et des tours, et des tours. Et je crois qu'il faut avoir cette sensibilité-là à un progrès subtil, qui est en crise aujourd'hui. Le médecin autrichien Fraudenberger, né en 1924 en Autriche, qui est parti aux États-Unis dans les années 30, pour des raisons qu'on peut deviner, ses parents l'ont mis à l'abri, et qui alors a travaillé comme psychiatre dans les années 60 à New York, a été le premier à utiliser la notion de burn-out.
épuisement professionnel. Il l'a utilisé pour parler de son propre cas. Il était incapable d'encore travailler après 11, 12 heures par jour. Et il a utilisé ce mot de burn-out dans un premier livre, 1973, où il parle des médecins, des enseignants, des professions du social, bref, des métiers de l'humain. Des métiers de l'humain. Et sans le savoir, en parlant de ces métiers de l'humain, il faisait écho à une grande phrase de Sigmund Freud qui disait en 1936, 1937, au moment où il ne parlait vraiment plus pour ne rien dire, il est mort en 1939 à Londres, il disait « Avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles. Soigner, éduquer, gouverner. Les métiers impossibles de la modernité. Alors que ce sont les sources de l'humanisme classique. Tout Platon, tout Aristote, tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance ne parlent que de soigner l'âme, éduquer l'individu pour lui donner un rôle dans la cité. Il n'y a que ça. Le reste est à l'extérieur. Et Freud dit, avec la modernité, on retourne les choses. Et le monde du langage, le monde de l'humain, le monde du soin aux humains devient subitement impossible. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de perfection, alors que dans le monde de la technique, il y a de la perfection, ou en tout cas une certaine perfection. Quiconque construit une voiture la livre en disant « elle marche parfaitement ». En tout cas, il fait semblant. Quiconque construit un pont est aussi censé dire « c'est un pont parfait ». Bon, il y a des exceptions, on le sait bien, mais globalement, il y a un idéal technique de la perfection. Vous n'allez pas éduquer un enfant en disant « il est parfaitement éduqué ». Cela ne veut rien dire, ce serait un monstre. De même qu'il n'y a pas de santé parfaite. Dans le monde de l'humain, on n'est jamais dans la perfection. Jamais. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'essai et de l'erreur, dans l'ordre d'un commencement et d'un recommencement, parce que nous, humains, recommençons toujours la même histoire dans ce qu'il y a de fondamental, finalement l'apprentissage de la vie. Et bien sûr, la culture est là pour nous nourrir. Bien sûr, la culture est là pour nous faire vivre, pour nous montrer des chemins. Mais nous ne pouvons pas dire que nous empruntons le chemin qu'un grand prédécesseur a suivi. Nous devons le reparcourir, ce chemin-là. Nous devons le refaire entièrement. Et c'est ça, la notion de progrès subtil. C'est un progrès qui fait aussi droit à quelque chose comme la répétition et la sensibilité à ce qui importe véritablement. Et il me semble que dans le débat actuel, plutôt que de chercher je ne sais pas quelle nouvelle mythologie de la régression, plutôt que d'adhérer sans conscience à je ne sais pas quelle folie d'un progrès utile qui irait toujours plus loin et qui finalement robotiserait l'humain, peut-être que le progrès, nous pouvons aller le chercher beaucoup plus humblement, beaucoup plus librement aussi, beaucoup plus expérimentalement, dans quelque chose qui est notre rapport à ce qui nous importe. Et voir comment alors articuler ce qui nous importe avec le domaine des moyens, avec le domaine des outils, qui a aussi une vocation humaniste, parce que les moyens et les outils sont là pour permettre un anti-misérabilisme, sont là pour nous extraire de ce qui naturellement pourrait être difficile ou pénible. Il y a aussi une noblesse dans le progrès technique, mais cette noblesse, elle n'est révélée que si il est évidemment
au service d'un second type de progrès, le subtil, que je pense qu'il faut mettre au centre. Voilà en tout cas quelques réflexions que j'aimais bien partager avec vous, en vous remerciant beaucoup de votre écoute et en étant évidemment désireux, si vous voulez, d'en discuter. Merci beaucoup. Merci. Allora, grazie Pascal, soprattutto apprezzo molto dal punto di vista personale la scelta anche dell'aggettivo sottile, no? Contrapporre all'utilità che contraddistingue veramente quest'epoca, spesso superflua. Basti pensare a tutto il tema dell'obsolescenza programmata, no? Cioè di come proprio si accatastino cose su cose in virtù semplicemente di una logica di mercato, e questo aggettivo sottile è un aggettivo che trovo molto bello, no? Perché rinvia appunto a una sensibilità, a una delicatezza, a delle qualità che rinviano ad altro, alla possibilità di esprimere la creatività che ciascuno di noi porta con sé. Questi sono temi che noi trattiamo anche in tanti modi. Per esempio mi hai fatto pensare appunto a come adesso in un numero di una nostra rivista che si chiama Luoghi Comuni stiamo proprio trattando la questione del lavoro e di come il lavoro oggi sia ridotto a una pura esecuzione così procedurale, no? Automatizzata, e non si pensi più al lavoro come a qualcosa che deve qualificare una persona, in cui ciascuno di noi deve cercare di tirare fuori le proprie qualità. Quindi questo per dire che questa scelta dell'aggettivo sottile è una scelta anche linguisticamente molto interessante. Adesso do la parola al professore Piero Dominici, che è professore aggregato di comunicazione pubblica e di sociologia della devianza all'Università degli Studi di Perugia, e è anche membro dell'albo dei revisori MIUR e si occupa di complessità e di teoria dei sistemi, con particolare attenzione alle tematiche che riguardano cittadinanza, democrazia ed etica pubblica. Prego. Allora, intanto grazie. Compito più che impegnativo, perché la riflessione di Pascal è molto interessante e peraltro presenta diverse affinità. Quindi fare la critica, che è un esercizio molto importante quando poi ci sono delle affinità, diventa ancora più difficile, ma per certi versi anche più stimolante. Intanto ringrazio per l'invito e per il coinvolgimento in questo ciclo di iniziative. Allora, mentre Pascal parlava, riflettevo su come dovessi provare a portare avanti questo esercizio. A mio avviso c'erano due possibilità: o fissare, infatti continuavo a scrivere, è un mio vizio, la carta nell'era del digitale, ne produco, ne consumo tantissima, o fissare i punti che lui di fatto spiegava e andare in qualche modo a cercare di spaccare, no? Come si dice, il pelo, adesso non so come farà il traduttore a dire cercare di spaccare il pelo nell'uovo, però e quindi andare in qualche modo a tentare di decostruire, analizzare ogni singolo punto, portando magari il mio contributo, oppure, ed era quello che avevo iniziato a fare, perché mi sembrava anche abbastanza più rigoroso ogni punto. La seconda strada possibile era, a mio avviso, quella di cercare di rintracciare in questa sua dissertazione molto interessante e stimolante, anche proprio di immagini evocative e di linguaggio, di pertinenza del linguaggio. Anche qui ci sarebbero da dire molte cose, perché poi anche Pascal parlava di questa quasi separazione tra pensiero e azione, tra teoria e azione. Io credo che anche quella si ponga in termini di falsa dicotomia, ma poi ci torneremo su questo. E quindi ho scelto questa seconda strada. La prima cosa che però ti chiedo è quanto tempo ho a disposizione, perché 20 minuti, 30 minuti... Ecco, ok, perfetto, vedi, questa è già una cosa importante.
Perfetto, perfetto, perché io vedi, ho preparato un elenco di temi. Allora, vado a questo punto molto rapido per ritornare. Allora, il primo punto che mi ero segnato era il tema del progresso come mito della modernità. Ora mi scuso con Pascale perché è evidente che poi le cose che sto per dire andrebbero sviluppate e argomentate. Quindi potrei cadere nell'errore dell'etichetta o dello slogan ad effetto. Dicevo, tema del progresso come mito della modernità. Io ho l'impressione, anche per la mia formazione diciamo sociologica e metodologica, che in molti casi, nella letteratura scientifica e anche di carattere più divulgativo, la critica al progresso sia in realtà una critica al capitalismo e alle derive del capitalismo. Sono d'accordo poi sulle distinzioni che operavi, ma ho la netta impressione, mi dispiace dover parlare di impressione perché il tempo non è poi molto a disposizione, ho la netta impressione invece che il mito del progresso, che poi si traduce in pratiche, in strategie, in scelte, in politiche, stia tornando molto forte. E lo lego alla riflessione di quelle che ho definito in tempi non sospetti le grandi illusioni della civiltà ipertecnologica, su cui magari tornerò. Quali sono queste grandi illusioni? Sono l'illusione della razionalità, di una razionalità che è quella ancora una volta dell'homo economicus, che nonostante sia stata assolutamente demolita in questi anni, e forse dovremmo anche discutere di come l'economia non sia una scienza esatta, ma sia una scienza sociale. Mi piace sempre evocare il concetto di Simon della razionalità limitata. L'illusione, e questa l'essere umano se la porta dietro da sempre, del controllo totale, della prevedibilità, di poter prevedere i modelli culturali, pedagogici, servono a questo, creare condizioni di prevedibilità del comportamento degli altri, assegnare significato a quei comportamenti, a quello che è intorno a noi. E quasi conseguenziale l'illusione della misurabilità. Qui vorrei dire qualcosa anche sul tema della complessità, magari ci torniamo dopo, perché io credo che tra le poche consapevolezze che caratterizzano non soltanto la ricerca scientifica, ma la riflessione in generale, è quella di non aver preso atto che noi siamo sostanzialmente passati da una linearità delle dinamiche, dei processi, dei sistemi di pensiero, purtroppo ancora no, ad una complessità, ad una, come dire, una linearità che non solo mi vengono in mente grandi epistemologi, da Kuhn e altri, no? La struttura delle rivoluzioni scientifiche. In realtà questa linearità si è interrotta, anzi, non so se ci potremmo tornare, ho l'impressione che anche rispetto alla distinzione complesso, complicato, semplice, ad esempio l'intelligenza artificiale è destinata a determinare una frattura epistemologica profonda, un po' come è stata la teoria del caos deterministico per la scienza classica. Quindi siamo in una fase, Pascal secondo me l'ha detto anche molto bene, in cui davvero siamo costretti a rivedere le categorie, le definizioni, i concetti, perché sennò ci affidiamo solo al potere persuasivo e tante volte illusorio e ingannevole delle parole. Le parole poi devono trovare una loro definizione operativa, una traduzione concreta nella prassi. Interrompimi tranquillamente quando devo finire. Sulla modernità volevo dire anche questo, per provare a chiudere sinteticamente questo punto. Io devo dire in alcuni anche miei lavori, che poi con Pascal spero assolutamente di condividere, anzi sono convinto che condivideremo, credo che la modernità e il progetto filosofico della modernità, e chiaramente ogni parola qui evoca tradizioni scientifiche, no, non soltanto filosofiche, è il progetto illuministico. È il progetto proprio che punta, lo dico sull'accetta, nel portare, diffondere la razionalità e il progresso, una certa visione, un certo immaginario del progresso in tutte le dimensioni. Allora, da un certo punto di vista, questo progetto filosofico, e per me è una parola alta dire filosofico, mentre in Italia filosofico è astratto, è un qualcosa di cui non abbiamo bisogno, in realtà ha prodotto, all'insegna della più classica, delle più tradizionali eterogenesi dei fini, ha prodotto anche delle conseguenze inattese.
la tipica ambivalenza e ambiguità dei processi sociali e culturali. Cioè, se da un certo punto di vista ha determinato le condizioni, che a mio avviso sono sempre sociali, culturali e poi politiche, di una maggiore emancipazione dell'individuo, non della persona, come ben sapete non sono sinonimi, ha determinato l'affermazione sul palcoscenico della storia di un nuovo soggetto storico, le masse, e quindi, per dirla in termini molto apparentemente semplici, ha accresciuto gli spazi di una libertà ha creato le condizioni di una maggiore emancipazione. A mio avviso queste dinamiche hanno anche innescato delle controreazioni, delle controforze, mi piace anche questo termine, io amo parlare di forze centripete e forze centrifughe, che hanno determinato anche un aumento, una crescita, non mi viene adesso un altro termine, delle libertà da che cosa? Dai vincoli di appartenenza, da tutto ciò che ha a che vedere con il legame sociale. Uno dei grandi paradossi, mi sembra che Pascal l'abbia sottolineato, uno dei grandi paradossi di questa civiltà ipertecnologica iperconnessa, a mio avviso, è proprio come alla crescita esponenziale delle opportunità di connessione non corrisponda in alcun modo non soltanto una crescita delle opportunità di comunicazione, e qui dovremmo metterci d'accordo su cosa sia per noi la comunicazione, ma addirittura le ricerche sociali, nazionali e internazionali, dico sempre perché bisogna dare anche delle conferme, ci dicono che le distanze, le asimmetrie, le disuguaglianze sono aumentate. Anzi, direi di più, le regole, quelle che amo chiamare le regole di ingaggio della cittadinanza, perché il conflitto, che è elemento strutturale che assegna e attribuisce ai sistemi sociali dinamicità, una volta veniva in qualche modo risolto, no? Con il duello, e bisognava, un po' come nella teoria dei giochi, osservare delle regole per dirimere questo conflitto. Ebbene, le regole di ingaggio della cittadinanza non sono più definite dal legislatore. Io dico sempre non è una provocazione, perché le regole di ingaggio della cittadinanza, essere cittadini, essere persone, aggiungo essere umani oggi, passa sempre di più per quei luoghi in cui si sarebbero dovute costruire quelle condizioni di emancipazione, in modo particolare le istituzioni educative e formative, che sono tornate ad essere drammaticamente agenzie di selezione e non più agenzie di emancipazione. Quindi il primo livello con cui dobbiamo fare i conti è che questa idea, no? Anche questo immaginario di progresso, che non solo forse è tanto poi così lineare, ma deve tenere insieme, e qui l'importanza a mio avviso di una visione sistemica, e torno alla questione della complessità, ma ci torneremo dopo su questa cosa perché è tema di cui mi occupo, perché spesso il tema della complessità, ma non mi riferisco a Pascal, viene un po' visto come complesso significa più difficile, significa più grande, oppure significa finalmente abbiamo trovato, mi riferisco anche a quel dibattito degli anni 60 e 70, finalmente abbiamo trovato quel paradigma che ci dà delle soluzioni, in un'epoca in cui le soluzioni semplici ai problemi complessi sono la strada migliore. La strada migliore passa per le interpretazioni che sono riduzionistiche e deterministiche, e la strada migliore passa per il coinvolgimento pressoché esclusivo dei saperi tecnici, che sono quelli che sono meglio in grado di garantire e supportare quelle che ho chiamato le grandi illusioni della civiltà ipertecnologica. E allora diciamole, finiamo di chiudere sul discorso di queste grandi illusioni. Abbiamo detto razionalità, controllo, prevedibilità, misurabilità. L'essere umano, la vita può essere ridotta. Io ho la netta impressione che le tendenze riduzionistiche, le aspirazioni riduzionistiche in questo momento siano molto più forti di un'esigenza che noi tutti avremmo, che era quella di un po' di, non solo di ricomporre la frattura tra l'umano e il tecnologico, ma di ripensare l'architettura complessiva dei saperi e delle competenze. Io ho l'impressione anche lì che al di là del discorso pubblico, del dibattito pubblico, stiamo andando in una direzione che per molto tempo ci condannerà ad un ritardo culturale importante nel comprendere la potenza di questo cambiamento.
molto semplicemente, rispetto alla cosiddetta rivoluzione digitale, anche qui le parole lascio, e all'affermazione delle culture digitali, continuiamo a sottovalutare le implicazioni etiche ed epistemologiche del digitale. Il digitale cambia il nostro modo di conoscere la realtà, ma su questo ci sarebbe da dire molto. L'altra grande illusione, su cui Pascal è tornato, e questo mi piace, questa sintonia conflittuale, che è bella, per cui vedrai che non ci perderemo di vista, è forse l'illusione, a mio avviso, più rischiosa e pericolosa. L'illusione di poter eliminare l'errore e l'imprevedibilità dalle nostre vite, dai sistemi sociali, dalle organizzazioni. Laddove l'errore non è solamente, per chi fa ricerca e studia lo sa benissimo, mentre nelle scuole viene stigmatizzato. L'errore non è soltanto appunto la base della conoscenza scientifica e perfino della conoscenza di senso comune, che è antecedente a quella scientifica, ma l'errore è anche, insieme all'imprevedibilità, ciò che ci caratterizza, ci sostanzia e ci connota come esseri umani. La domanda era: cosa significa oggi esseri umani? Allora, dietro a questa idea di, perché io seguo anche tutto il dibattito e mi occupo di intelligenza artificiale, al di là del discorso essere pro o contro l'intelligenza artificiale, io sono stato sempre molto critico anche verso lo stesso concetto di intelligenza artificiale, perché che vuol dire intelligenza? Dobbiamo metterci d'accordo su questo. C'è, a mio avviso, un progetto che non è portato avanti da un burattinaio, qui non parliamo né di complottismi, ma di logiche di sistema, che è quello di marginalizzare progressivamente l'umano, perché l'umano porta con sé appunto la possibilità dello sbaglio, la possibilità di sbagliare e di sbagliare consapevolmente. Quindi esseri umani, alla fine, certo, poi ne avremo da discutere molto, significa, ed essere umani liberi significa poter sbagliare, poter commettere errori consapevolmente. Quindi dietro alla civiltà ipertecnologica tornano queste grandi illusioni della civiltà appunto iperconnessa, ipertecnologica, l'idea che marginalizzando l'umano torneremo ancora una volta a poter controllare. Qui poi mi chiudo e vi ridò la parola, il tema del destino. Noi siamo di fronte a una condizione per cui la tecnologia è entrata mai come in questo momento nel processo di sintesi di nuovi valori e criteri di giudizio, e siamo dentro una trasformazione antropologica che le definizioni in letteratura scientifica no, sono tantissime. Io l'ho sempre vista come, e questa è l'altra affinità con la tua proposta, io l'ho sempre vista come un processo di ribaltamento, scusate, di quell'interazione complessa tra l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale. Cioè gli esseri umani oggi, in virtù e in conseguenza delle straordinarie scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche, sono in grado non solo di determinare l'inizio e la fine di un'esistenza, di una vita, ma sono in grado di determinare quello che fino a poco tempo fa noi definivamo destino, caso, probabilità. Pensate alla genetica, alla manipolazione genetica, alla possibilità di trasformare i corpi umani, di sostituire parti del corpo umano. E allora, senz'altro, dietro alla tua proposta e a quell'idea anche di progresso sottile, no? La domanda è: cosa significa oggi essere umani? E aggiungo, cosa significa oggi essere esseri umani liberi? Cioè, che ne è della libertà nella civiltà ipertecnologica? Sì, grazie Piero, merci beaucoup. Je suis très heureux de voir qu'il y a de discussions, donc de voir qu'il y a des affinités, de voir qu'il y a des résonances et des lieux où finalement nos deux ensembles de pensée créent une intersection, une intersection qui est celle du questionnement contemporain. Je dirais quelque chose pour ne pas être trop long et peut-être aussi pour si jamais il y a d'autres types de questions, mais par rapport à la question du capitalisme, en disant bon, la critique du progrès, c'est la critique du capitalisme, je dirais oui et non. Marx est un auteur extrêmement positif par rapport au progrès technologique et scientifique.
Et on a dit de Lénine que c'était les soviets et l'électricité. Je veux dire, il n'y a pas d'un côté le monde anticapitaliste du communisme qui aurait été un progrès, un monde qui refuse le progrès, et puis un monde capitaliste qui pense le progrès. Non, il y a vraiment deux manières de voir différemment le lien entre technique et économie. Et il se fait que dans cette sélection culturelle et politique qui est aussi l'histoire, une formule l'a emporté, c'est la formule que j'appelle techno-capitaliste, parce que cette organisation, par capitalisation finalement de la technique, est congruente, fonctionne avec l'organisation par capitalisation de l'économie. La difficulté aujourd'hui est de sortir de ce qui a été le grand combat du XXe siècle entre technophobie d'un côté et technophilie de l'autre. Tout le XXe siècle a vu cet affrontement-là, on le comprend, l'expérience d'Hiroshima, l'expérience de Ford, d'une certaine manière, l'expérience des camps, bien sûr. Mais aujourd'hui, des technophobes radicaux, il n'y en a plus guère. Et encore, ils prennent l'avion pour aller au colloque d'habitude. Bon, je veux dire, le monde contemporain est un monde dans lequel la technique est présente. Donc il faut trouver d'autres scissions, d'autres manières de penser. Et c'est difficile. C'est difficile, mais je crois que c'est en travaillant, et il y a toute une série de pistes dans ce que vous disiez, c'est en travaillant sur ce qui peut aujourd'hui être de l'ordre de l'émancipation. C'est vrai que l'idéal des Lumières est d'abord et avant tout un idéal de maturité. Les textes de Kant sont impeccables et superbes là-dessus. Foucault les commente aussi. Il y a toujours la question de la maturité, toujours la question de la liberté donc, et d'une liberté, parce que vous finissiez là-dessus, je pense que c'est vraiment le filigrane d'une partie, en tout cas, de vos propositions, c'est la question de la liberté. Moi, je vois les choses à partir de la notion de qualité, et notre monde est un monde où la qualité est partout. Qualité de l'air, qualité des soins, qualité de l'alimentation, qualité des relations, qualité du vécu, qualité de tout, mais de tout. Au point que la qualité est pour moi une nouvelle figure du bien. On ne sait plus très bien définir le bien, mais on sait définir ce qui est de qualité. Parce que souvent, il y a un langage d'expert. C'est un peu une notion post-morale, cette qualité. C'est une notion très technique. Mais le monde, et c'est ça que vous le disiez, le monde du contrôle des qualités s'étend de plus en plus, et il ne faudrait pas qu'il s'étende trop. Il s'étend de plus en plus parce qu'on peut le définir, et on sait de mieux en mieux dire de certains travaux, tiens, c'est un travail de qualité. Mais on l'a toujours su pour l'artisanat aussi. On avait là un jugement de goût. On avait là un jugement esthétique, finalement. Quiconque se promène dans Rome, on voit ce qu'est la qualité du travail d'un artisan, la grandeur de ce travail. Aujourd'hui, c'est le process technique qui est qualitativement prescrit, et on va dire il faut faire ceci, 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 cela. Donc on est vraiment dans une civilisation du contrôle des qualités. Et à côté de ça, il y a les qualités libres. Et ce sont celles-là qu'il faut défendre. Ce sont celles-là qu'il faut défendre. Donc, à nouveau, la rupture, elle n'est pas entre un monde de la qualité, un monde de la technique qualitative et un monde du je ne sais pas quoi. Non. Au sein des qualités, il y a des qualités libres, qualités humaines, et les qualités contrôlées. C'est certain que dans le monde du travail, on voit une colonisation des critères quantitatifs, souvent, de contrôle, mais c'est contre cela qu'il faut continuer à faire émerger une pensée de la liberté. Alors, être pessimiste, être optimiste par rapport à ces pensées de la liberté, qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est l'opération philosophique de libérer ce qu'est la liberté. Difficile, n'est-ce pas,
à définir. Parce que quiconque est libre ne l'est jamais assez. Quiconque est esclave l'est toujours trop. Je veux dire, à partir du moment où on est dans la question qu'est-ce que la liberté, on est dans une sorte de dichotomie entre qu'est-ce qui est aliéné et qu'est-ce qui est libre. Et le curseur se déplace. Et finalement, on est juste dans une sorte de pensée inactive. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que libérer. Qu'est-ce que libérer? Opération négative. Libérer, c'est une opération négative, c'est l'opération de rompre les chaînes, c'est l'opération finalement de critiquer des contrôles de qualité qui s'imposent là où ils ne devraient pas, tout en reconnaissant honnêtement, parce qu'il faut aussi être honnête. Nietzsche disait « la probité est la première vertu de l'intellectuel ». Et je pense qu'il faut savoir être honnête, c'est pas facile, tout en reconnaissant que nous aimons beaucoup la qualité et le contrôle des qualités. Quand on monte dans un train, c'est toujours intéressant de voir que les freins ont été contrôlés, n'est-ce pas? Sauf hypocrisie, mais ce monde du contrôle des qualités, c'est le nôtre. Et quand on mange, a fortiori. Bon. Mais savoir où passe la frontière entre l'opération de libérer des qualités humaines et l'opération de déléguer, la modernité est un processus de délégation, déléguer le contrôle des qualités. Voilà quelques échos, finalement, à une pensée en construction commune. Merci.